Dans l'ordre, Louis Soula, vous l'avez déjà entendu aujourd'hui. Pierre-Yves Gognaud, vous l'avez déjà entendu. Nous avons le plaisir de recevoir Bernard Jomier, qui est sénateur de Paris, médecin généraliste par ailleurs, qui a toujours une petite profession. Il n'est pas passé, je vous rassure, à la médecine esthétique. Voilà. Et il est vice-président de la Commission des affaires sociales du Sénat. Et puis Gérard Elf, beaucoup le connaissent ici, qui est cardiologue, angioplasticien à l'HPHP, à la PHP, c'est dans le bon ordre, et qui est surtout depuis combien de mois 6 mois, président de la Fédération française de cardiologie. Voilà. Alors cette table ronde, eh bien, c'est pour essayer de faire un petit peu le tour de ce qui s'est dit aujourd'hui et puis d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire en pratique pour avancer, puisqu'on a vu aujourd'hui que sur un certain nombre de points, il y avait eu des avancées dans les dernières années, et ça, il faut s'en réjouir. Nous avons vu également que les chiffres, malheureusement, de survie n'avaient pas particulièrement progressé, même s'il y avait parfois des tendances. Et en fait, comment il faut faire aujourd'hui. Alors moi, j'ai divisé en 4 thèmes, mais vous avez le droit de tout dire et de tout changer. Le premier, c'est l'importance du premier témoin. Et donc, on va retomber sur la formation. Le deuxième, c'est l'importance de l'arme pour la RCP, guider la place du citoyen sauveteur. Donc, c'est tout l'accompagnement qui va être fait. La place du défibrillateur automatisé externe, le DAE. Et puis, on pourra dire un mot également de l'implantation des DAE dans les domiciles. Si ça vous va, on prend le premier terme, qui est l'importance du premier témoin. On a perçu que c'était l'élément essentiel pour progresser. Frédéric Lapostole l'a enfoncé dans son exposé tout à l'heure. Et on a vu que là-dedans, il y avait une estimation faite par Pascal Cassan sur qui était formé aujourd'hui. Et il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Alors, comment progresser? Il y a plein de manières, mais on est là pour en discuter. Et on s'aperçoit quand même d'une chose qu'on a retrouvé après en discutant sur les citoyens sauveteurs, c'est qu'il y a un énorme déficit en France sur la connaissance de l'arrêt cardiaque. Je me souviens, et Gérard pourra le dire mieux que moi, dans l'étude qu'avait fait la Fédération française de cardiologie auprès d'une population des plus de 18 ans, si mes souvenirs sont bons, quand on leur demandait d'estimer le nombre d'arrêts cardiaques par an en France, c'était 3 000, 4 000. Personne n'arrivait aux chiffres qu'on donnait. Ensuite, on trouvait une immense confusion entre l'arrêt cardiaque, l'infarctus du myocarde et l'AVC, et on ne reconnaissait pas les signes. Donc on a vraiment, avant, je dirais, de commencer à former, de faire comprendre que l'arrêt cardiaque est réellement un problème de santé publique important en France et qu'à partir de là, il faut prendre les mesures pour le faire avancer. Et il n'y a jamais eu, à ma connaissance en France, de grandes réunions, de grandes actions publiques dans ce domaine. Il y avait eu un essai de manifestation importante par la Fédération française de cardiologie. Je crois que le président à l'époque, c'était celui de Lyon, et que ça ne s'était pas fait au dernier moment. Comment ? Oui, c'était Jacques Beaune, exactement. Et ça ne s'était pas fait parce qu'il n'y avait pas eu la raison, le financement, l'accord du ministère, etc. À vous d'intervenir sur ce thème. Oui, merci, merci Bruno. Je pense que dans cette idée-là, avant la formation, il faut en effet trouver le moyen d'inciter nos collègues citoyens à s'intéresser à la problématique. Les former, c'est une chose. Alors, ça va avoir un coût. On a discuté une bonne partie de la journée. Former qui, quand, comment, etc. Avec quels moyens, par qui, privé, public, etc. Mais je crois qu'il faut, il me semble, se relancer dans les questions qu'on s'était posées avec Jacques Beaune, en effet, à l'époque. Comment faire pour inciter nos concitoyens à s'intéresser à cette problématique qu'ils ne connaissent pas. Donc,
là, je me tourne vers l'homme du Sénat et vers nos tutelles. Je crois qu'il y a, ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui également, il y a eu des campagnes pour la prévention routière, etc., qui ont été et qui sont encore d'actualité et qui ont été performantes avec tout ce qui va autour. Mais c'est un petit peu la même chose pour l'arrêt cardiaque. Et c'est toi, Bruno, qui a montré les chiffres. Hein. En termes de morts, il y a plus de morts par mort subite. Je ne parle pas de la traumato, mais par mort subite que d'accidents de décès par des accidents sur voie publique. Donc il y a certainement une démarche à faire d'incitation au travers d'une communication qui n'a jamais eu lieu. Et communiquer un petit peu comme pour les accidents de la voie publique, les accidents de la route, communiquer sur l'importance du sujet. Et puis autour de ça, il y a eu plein de modifications de sécurité sur les voitures, de limitations, etc., qui vont autour de cette thématique. Pour l'arrêt cardiaque, c'est un peu la même chose. C'est former les gens. Vous êtes intéressés, vous allez vous former, mais vous n'allez pas vous former en 8 jours en payant X milliers d'euros pour vous former. Mais il faut qu'on trouve des solutions pour des formations gratuites, des formations courtes, des formations j'allais dire incitantes pour nos concitoyens, et puis autour de ça et au-delà de ça, leur dire voilà, maintenant que vous êtes formés, il y a les défibrillateurs, on va vous expliquer comment ça fonctionne, ils le sauront dans la formation, mais où est-ce qu'il y en a grâce à GeoDAE, grâce à Arlode, etc. Où est-ce que vous pouvez en trouver et inciter l'ensemble de la population à ça. Je crois que c'est vraiment pour moi, c'est la première étape qui est essentielle et sur laquelle, pour l'instant, on bute depuis des années. Avant de vous laisser répondre, monsieur le sénateur, permettez-moi d'enfoncer le clou et de rappeler des éléments que vous n'avez et que nous n'avons certainement pas en tête. Nous ne sommes pas un échantillon représentatif de la population en termes de connaissance des gestes qui sauvent. Et c'est un euphémisme. En effet, la Fédération française de cardiologie avait fait un sondage tout à fait sérieux. C'était l'IFOP, les sondages que vous connaissez, plus de 1000 personnes représentatives, etc., un panel représentatif. Et les chiffres étaient réellement édifiants. 85% des gens interrogés ne savaient pas reconnaître l'arrêt cardiaque, ne connaissaient pas les symptômes, ne pouvaient pas dire c'est l'absence de respiration, c'est la personne qui ne répond pas. Donc en réalité, lorsqu'on a entendu plusieurs fois aujourd'hui dire que l'arrêt cardiaque ne concerne pas la population, c'est vraiment vrai, c'est un réel enjeu de santé publique qui n'est pas pris à bras-le-corps par l'ensemble de la communauté. Bien, je vais essayer de vous répondre. On va essayer d'avancer. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que la dernière fois qu'on a échangé, ça devait être après le vote de la loi de 2018, peu de temps après, il me semble, ou juste avant. Vous étiez venu au séminaire du 1er mars 2018. Ah bon, 1er mars. Et voilà, la loi est passée en juin, voilà. Fin juin. Donc on était en pleine discussion. Et ce dont je me rappelle, c'est avoir dit déjà que certes, il y avait sans doute des progrès législatifs à faire, mais que ce n'était pas là que ça se situait en premier. Ça, c'est certain. Je voudrais dire quand même qu'on a progressé malgré tout. Alors pas assez vite, on est d'accord, pas assez vite. On a beaucoup de retard. Évidemment, quand on se compare à la Suède, on se désole. Voilà, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la prise de conscience, elle ne peut avancer qu'au rythme de l'engagement des acteurs, on va dire, et territorialisé. Je crois que, oui, c'est intéressant, une grande campagne de communication nationale, etc. Mais avant tout, il faut mobiliser les acteurs sur le terrain. Et moi, j'ai comme tous les habitants de cette ville, et je pense de notre pays, je n'oublie pas le vendredi 13 novembre 2015. Et c'est parce qu'il y a eu le vendredi 13 novembre, que j'étais à l'époque adjoint en charge de la santé, qu'on a lancé les samedis qui sauvent. Vous vous en souvenez sans doute. On a dit, bon, on va profiter du fait que ce jour-là, moi j'ai vu
puisque j'ai été... Bon, bref, peu importe. Mais j'ai vu des gens prendre un morceau, dégirer un vêtement, quoi, pour essayer de faire quelque chose. Et le lendemain, j'étais à l'hôpital Saint-Louis, dans les hôpitaux, voir des gens rescapés. Notre population était traumatisée. On s'est dit, mais il faut que, voilà, on porte ce message. On doit se former aux gestes qui sauvent. L'arrêt cardiaque, oui, et puis les autres gestes qui sauvent. Et on a lancé ces samedis qui sauvent. Et la mobilisation, elle a été générale. Des associations, du SAMUD, etc., des mairies d'arrondissement. Et ça a très bien fonctionné dans un premier temps. C'est-à-dire que les plannings étaient pleins. Il fallait aller voir dans les mairies d'arrondissement partout tous les Parisiens, les Parisiennes qui se formaient, qui étaient là et qui étaient contents de se dire la prochaine fois, on pourra faire quelque chose. Et puis, comme souvent, avec le temps, parce qu'on a répété l'opération, et puis au bout d'un moment, les plannings ils étaient vides. Et quand les plannings sont vides, on ne peut pas dire à la protection civile, à la Croix-Rouge, au SAMU, etc., aux uns et aux autres, il faut que vous preniez une demi-journée. On a été contraint d'arrêter, en fait. On a été contraint d'arrêter. Et donc, la question, faute de combattants, comme vous le dites, et donc la question, c'est comment est-ce qu'on entretient dans la durée une mobilisation autour de ces questions. Et je crois que c'est un des enjeux. Moi, je suis très content d'être de la troisième ligne que je vois du ministère et de la prévention. Si on veut mener des politiques de prévention, elles se mènent dans la durée. Et elles se mènent par des acteurs dans les territoires qui, dans la durée, ont les capacités de mener des actions. Alors appuyez, je suis d'accord avec vous, sur des messages nationaux. Mais il faut dire et redire aux Français qu'il y a eu un 13 novembre 2015 et il y aura d'autres problèmes, d'autres rendez-vous devant nous. Et vous le savez, puisqu'on en avait discuté, j'ai interrogé récemment au Sénat le gouvernement en question sur les Jeux qui arrivent. L'été prochain, on va avoir des millions de personnes dans notre ville. On avait fondé, je ne veux pas être trop long, mais notre politique de déploiement des défibrillateurs, etc., sur l'étude, vous vous rappelez, qui montrait que la survenue des arrêts cardiaques sur le territoire de la ville n'était pas homogène. C'était plus autour des gares, c'était plus au niveau des bois, là où les gens font du sport, etc. Donc ça avait servi. Bon, qu'est-ce qui va se passer là avec tous ces gens, ces millions de personnes qui vont venir, une partie qui va d'ailleurs courir, faire du sport en amateur. Vous savez, vous pouvez même vous inscrire à être tiré au sort pour faire le marathon, des citoyens, etc. On va avoir beaucoup de gens qui vont vivre des émotions. Donc, comment est-ce qu'on... mais positif ou négatif, comme vous savez, même positif, c'est risqué. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place comme dispositif ? Bon, je vous laisse lire, si vous ne l'avez pas vu, voilà, vous avez dû la voir, la réponse du gouvernement. Je pense qu'on a un défaut de mobilisation, oui, et que ça fait écho à la difficulté dans notre pays de mettre en application cette troisième ligne sur le fait que quand on fait de la santé, on doit faire de la prévention. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que législateur, je suis toujours prêt à porter une mesure qui est nécessaire, mais je crois vraiment que là, on est dans une interpellation de l'ensemble des acteurs de terrain et au fond de la société. Est-ce qu'on se résout ? Est-ce que, voilà, dans notre pays, on est beaucoup plus heureux de mourir sur la voie publique d'un accident cardiaque que dans un autre pays ? Je crois qu'il faut dire à notre population que si on veut que notre état de santé progresse, il faut mettre en place ces politiques de prévention. Oui, juste avant de passer le micro, pour répondre à monsieur le sénateur, tout à fait d'accord avec vous, mais on ne peut pas, en France, attendre un nouveau 13 juillet 2015, un nouveau 14 juillet 2016 ou une nouvelle crise du Covid. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a un élan de la population dans un sens positif et des soignants dans leur ensemble, mais on ne peut pas attendre ça pour arriver à faire de façon, pérenne, une mobilisation, une incitation à nos concitoyens. Et le message général ne servira à rien s'il n'y a en effet pas de décision locale et de soutien local, de dynamique locale, c'est évident. Mais la dynamique locale, monsieur le sénateur, je peux vous dire qu'elle est toujours présente au niveau
niveau des soignants, au niveau des secouristes, pour les formations. Les samedis, on a fait avec les pompiers du SDMIS de Lyon X formations avec le SAMU. C'est pas nous qui ne voulons plus les faire, c'est parce que les gens ne viennent pas. Et si les gens ne viennent pas, c'est parce qu'ils sont démobilisés, parce que c'est pas un sujet qu'ils connaissent, quoi. Je redis que c'est pas un sujet qu'ils connaissent suffisamment. Oui, je crois qu'on a vraiment un problème dans la durée de nos messages. On le voit bien dans d'autres types de campagnes, les campagnes pour douleurs thoraciques, AVC. Le message, il porte les jours qui suivent cette campagne. On n'a pas su faire une prévention, une information suffisante pour que ce message y reste constant. Et comme le disait tout à l'heure Frédéric Lapostole, je pense qu'on a raté une étape, c'est au niveau de l'éducation. Je me souviens d'un programme qui s'appelait Apprendre à porter secours, qui était hyper motivant, qui était de préparer les élèves dès le primaire au geste de premier secours, avec une évaluation progressive jusqu'au collège et tout. Et en fin de primaire, ils devaient savoir donner l'alerte, faire des gestes comme la mise en PLS, des compressions sur des plaies hémorragiques. Malheureusement, je pense que c'est le constat par rapport à d'autres pays, c'est que ce n'était pas une formation obligatoire. Ça reposait d'abord sur la disponibilité de formateurs qui devaient former des enseignants sur une structure pyramidale, mais en fonction, bien sûr, des autres programmes. Si on veut considérer que, comme ça a été fait pour l'accidentologie routière, que l'arrêt cardiaque est un problème de santé publique, il faut qu'il y ait une formation obligatoire dès l'école. Et je pense que ce seront eux le meilleur vecteur. Quand vous avez un enfant qui a été formé au massage cardiaque entre 8 et 10 ans, c'est un formidable vecteur pour inciter les parents à former. Et quand on leur dira à quoi sert un défibrillateur, c'est eux qui nous montreront ce que c'est et à quoi ça sert. Et là, je ne sais pas comment il faut faire. Je pense qu'on a un vrai problème pour faire de la prévention dans la durée en France sur ces thématiques qui sont très importantes. Alors les JO, c'est sûr, ça va peut-être booster un peu les choses et tout, mais après on aura toujours 40 000 morts de morts subites, quoi. Alors clairement, là, il faut un élan national, comme vous le dites, mais il faut également des initiatives locales. Et les initiatives locales sont extrêmement importantes. À la Fédération française de cardiologie, un de nos buts pour favoriser la connaissance des gestes qui sauvent est de former toute la population et de convaincre les maires de France de faire des actions de grande ampleur au niveau de leur population. On a eu une action au Sable d'Olonne il y a quelques mois qui a pu, en quelques 10 jours, former plus de 3000 personnes des Sables d'Olonne. Et nous espérons vraiment que cela fasse boule de neige. Il faut d'une part une impulsion nationale qui vienne des décideurs, mais bien sûr, comme vous le dites, il faut convaincre. Et à la Fédération française de cardiologie, nous avons nos clubs Cœur et Santé, 280 sur l'ensemble du territoire français, qui essayent, avec les moyens du bord, en fonction des possibilités, différemment d'un club à l'autre, mais d'informer les patients ou les citoyens plutôt sur les gestes qui sauvent notamment, et de les former le plus efficacement possible. Alors, vous avez raison de citer vos clubs Cœur et Santé. Je vais vous dire que pas plus tard vendredi dernier, en consultation, j'ai un patient qui m'a montré le dépliant, il a un problème cardiovasculaire. Il m'a dit, je vais aller là parce qu'on peut, avec d'autres, on fait de l'exercice, de l'activité physique, etc. Donc, oui, bien sûr, c'est très mobilisateur. Je veux pas non plus... encore une fois, on a progressé, quoi. C'est-à-dire que je veux pas qu'on noircisse non plus les choses. Évidemment que les événements, on ne doit pas agir qu'à ce moment-là, mais je parlais des jeux parce qu'il faut saisir. C'est justement des moments où l'opinion publique est réceptive. C'est justement des moments où elle comprend qu'il va y avoir beaucoup de monde et comment on va gérer les questions de santé. Si on veut associer les acteurs, il faut aussi qu'ils aient les informations. Je le dis parce qu'il y a un rapport de l'IGAS qui a été fait sur notre système de santé hospitalier et les jeux, son adaptation, la préparation à la réponse. Moi, comme parlementaire, j'ai demandé ce rapport. On en refuse la communication. Voilà, donc c'est quand même un peu compliqué après que je dise
aux élus, à la maire de ma ville et à l'adjointe qui s'occupe actuellement de la santé, de la prévention, de dire bon bah voilà quelles sont les données. Il faudrait que voilà, je veux dire la question d'ailleurs c'est une question qui en prévention et en santé qui est très large et qui est débattue actuellement. Les collectivités territoriales, vous avez raison, quand un maire s'implique, ça, c'est utile, ça décuple. S'ils n'avaient pas été là au moment de la crise Covid, on n'aurait pas pu vacciner comme on a vacciné, etc. Donc il faut que les acteurs locaux soient pleinement au cœur de la décision, mais il faut leur partager les informations. Sinon pas... Enfin, nous, quand je vous ai dit, je rappelais tout à l'heure que quand on a fait le plan de déploiement des défibrillateurs prioritaires, on s'est appuyé sur des données qu'on nous avait communiquées. C'est le SAMU, la BSPP, je ne sais plus qui avait pris l'initiative de cette étude sur la localisation. C'est vous, je ne sais pas. Bravo, merci. Ouais, je m'en rappelle très bien de cette étude. Parce que c'est ces données qui nous permettent de dire, oui, il y a beaucoup d'arrêts cardiaques à côté des gares, il faut peut-être mettre des DAE dans les gares. Voilà, c'est pas... Mais ça tombe pas du ciel, c'est la connaissance, c'est le partage de l'information qui fait que les élus, les acteurs locaux peuvent après adapter la décision. Et d'ailleurs, sur le plan des DAE, on a progressé aussi, comme vous le savez. Le déploiement s'améliore, le travail que vous avez fait avec d'autres sur la géolocalisation, etc., est très utile. Les réflexions, vous les avez rappelées sur le DAE et le domicile, sont aussi intéressantes et ce ne sont pas simples en réponse. On a vu quand on a décidé à Paris qu'un DAE, une pharmacie égale un DAE parce que c'est simple à identifier, mais mon Dieu, après, l'application, c'est d'une complexité, c'est que des problèmes techniques, que des problèmes de maintenance, et c'est même pas l'obstacle financier le principal, parce que c'était pas si cher que ça, et on pouvait, voilà, il n'y avait pas de problème, on finançait, une bonne partie sans grande difficulté. Mais encore une fois, si les acteurs ne sont pas pleinement associés, n'ont pas pleinement les informations, on a du mal à surmonter les obstacles. Alors voilà, ces grands événements sont des moments de mobilisation et doivent amener à ce qu'on franchisse des étapes supplémentaires. Mais clairement, il y a quelque chose qui joue sur la formation. Alors il y a quand même, il y a des obligations, je le rappelle, à l'école de formation, dont l'application est incomplète. Enfin, vous savez, le nombre d'obligations dont l'application est incomplète, on pourrait passer quelques journées de colloque à en discuter. Mais voilà, là, ça se déploie quand même. Je crois que, au fond, les questions que vous traitez partagent avec d'autres une faiblesse, pour ne pas employer des mots trop forts, de la culture de santé publique et de prévention dans notre pays, dans la population et parmi les professionnels que nous sommes. Voilà. Et donc, il reste difficile de montrer qu'une politique de prévention en la matière, tout le monde doit s'y impliquer, et que justement, la prévention n'est pas l'apanage des soignants, que la prévention, c'est celle des citoyens, celle de la société, auxquels, et je ne vais pas me répéter, mais il faut partager les informations pour qu'on puisse les mobiliser. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mon seul problème, c'est que c'est très bien que le président de la République dise qu'il faut former 80% des gens, mais ça s'appelle un vœu. Ce que j'aimerais pour ma part, et je ne suis pas le seul, c'est qu'il y ait une incitation de la Direction générale de la santé, du ministère, pour lancer cette campagne, insister pour la patronner. Là, il nous patronne déjà, c'est bien. C'est déjà montrer qu'il s'intéresse. Le directeur général de la santé est venu ce matin pour nous accueillir et ouvrir cette séance. Mais je pense que les acteurs sont prêts derrière à fonctionner. On le voit avec la Fédération française de cardio. On peut mobiliser pour intervenir partout les cardiologues, à toutes les radios locales et compagnie. Mais il faudrait qu'il y ait une incitation pour dire, par exemple, il y a la semaine de l'arrêt cardiaque, ou je ne sais quelle formule à employer, peu importe. Ça, on est prêt à discuter, à l'étudier, pour qu'à partir de ce moment-là, l'ensemble des acteurs, médecins y compris, puissent se mobiliser pour dire c'est la semaine de, on va en parler, on organise, on fait des réunions, on fait de la formation, on fait tout. Et cet élan
relancerait le système. Alors que là, ben, on a fait des coups. Et ces campagnes, il faudrait les refaire régulièrement, comme sur la vaccination. Ben, on répète qu'il faut revacciner, le premier Covid, deuxième Covid, troisième Covid et compagnie. Tant qu'il n'y aura pas, on ne sentira pas derrière cet élan dans lequel c'est un problème où le gouvernement se lance. Et je prendrai un exemple très simple. Dans les textes de la loi qui ont été votés, et entre autres la dernière, Citoyen Sauveteur, il doit y avoir tous les ans un rapport fait par la Direction générale de la santé à l'Assemblée nationale pour dire où on en est. Celui de 2022 n'est toujours pas sorti. J'ai rien d'autre à dire. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour le sortir et en tirer les conclusions? C'est ça. Alors, je ne vous demande pas à vous de décider tout seul, mais comprenez notre préoccupation. On veut que ça bouge, quoi. Et il faut que derrière, l'ensemble des acteurs qui sont prêts à se mobiliser sentent qu'ils sont soutenus et que ça fait partie de la politique de santé et de la prévention en France. Point. Le deuxième point qu'on a abordé, le deuxième point qui a été abordé, ça, Pierre-Yves pourra en parler, c'est l'importance de l'assistant de régulation médicale pour la RCP guidée et la place du citoyen sauveteur. Alors si tu nous fais une petite synthèse, parce que je pense qu'on a bien avancé aujourd'hui aussi sur cette question. Oui, on rentre dans un domaine qui est plus cadré et moins compliqué sur un plan politique, parce qu'il est strictement professionnel. Je crois que tous les SAMU évoluent dans cette même dynamique de former nos assistants de régulation médicale, plus spécifiquement pour ceux qui évoluent vers les SAS avec des superviseurs, nos superviseurs ARM, qui ont pour rôle de prendre en charge ces arrêts cardiaques. Il faut qu'on continue à développer ça. Ça a été très bien dit par les différents intervenants. C'est fait, mais ça nécessite une évaluation, des évaluations, des remises en cause, des simulations, des écoutes de bande, etc., pour progresser encore et développer ça. Moi, je l'avais dit, on a globalement au niveau français, d'après notre registre de REAC, environ 30% d'appels pour un malaise, entre guillemets, qui ne sont pas diagnostiqués comme étant un arrêt cardiaque, faute d'analyse suffisante par nos ARM et nos médecins régulateurs pour détecter un arrêt cardiaque sur cette... Alors ça paraît tellement simple, et c'est même trop simple, sur l'absence de réactivité et la présence d'une ventilation anormale. Et c'est là surtout sur laquelle il faut indiscutablement jouer. On peut jouer là-dessus et pour aider nos ARM et nos régulateurs sur la vidéo telle qu'on la développe pour détecter et puis aider à la RCP guidée par téléphone, faite par l'ARM ou le médecin. La vidéo, c'est un point très positif, c'est sûr, qui peut nous aider. Et puis, peut-être, Guillaume l'a évoqué, l'intelligence artificielle, même si c'est compliqué, si on y croit plus ou moins, selon ce qu'a dit Frédéric Lapostole tout à l'heure, ça reste, mais c'est une possibilité qui peut également nous aider pour progresser. Et c'est un challenge non négligeable pour aboutir aux résultats les meilleurs actuels, qui sont 90% en gros de détection de l'arrêt cardiaque au téléphone, et donc ce qui permet derrière de lancer toute la prise en charge adéquate. Alors, le rôle de l'ARM, moi j'ai été assez surpris de l'enquête qui a été faite à Mulhouse là, sur le ressenti de la place de l'ARM dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque, alors que les ARM aujourd'hui les assistants de régulation médicaux ont un rôle essentiel dans cette prise en charge, à la fois pour lancer la chaîne de secours, qui le premier maillon était essentiel, avec la reconnaissance qui prend une place et la mise en place, la coordination de tous les intervenants, dont nos citoyens sauveteurs et l'accès au DAE. Par contre, je redis un petit peu la conclusion de tout à l'heure sur la formation, c'est qu'il faut aussi
qu'on ait les moyens de se mettre en dimensionnement SAS avec un niveau, une organisation entre le premier décroché qui pour qualifier la demande en 30 secondes et le deuxième niveau pour déclencher tous les moyens et mettre en place cette chaîne de service il faut un dimensionnement des salles de régulation adaptées pour qu'on puisse atteindre, qu'on puisse respecter les indicateurs qualité. Et ça, c'est un moment essentiel, quoi. Le régulateur, il est important, c'est sûr, mais la première phase de la gestion par l'arme, on est tous d'accord, et les armes vont largement compenser le manque de formation du grand public aux gestes premiers secours en les initiant. Et donc, il faut accepter le principe qu'un arme, quand il fait au geste par téléphone, il n'est pas en capacité de prendre d'autres appels et il faut organiser sa salle en conséquence. Et là, moi, j'attire attention sur ce rôle-là, d'organiser cette prise en charge, de protocoler et de prendre en compte cette charge de travail pour dimensionner le niveau de réponse CN1, notamment au niveau des SAMU-SAS. Même si la fréquence par rapport à l'ensemble des appels dans un SAMU-SAS, au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus qui a donné les chiffres, 5 d'appels. Non, c'était... Oui, pour arrêt cardiaque, c'est évidemment très faible, mais c'est très chronophage. Et comme le dit Louis, à juste titre, il faut qu'on dimensionne notre organisation pour répondre à ce type d'appel, d'autant plus dans les structures de moyenne importance où le nombre de personnel est limité. Et quand il y a seulement 2 ou 3 armes pour décrocher et un médecin régulateur, c'est sûr que ça pose de vrais problèmes parce qu'on va y passer. Si on fait la RCP guidée par téléphone en attendant l'arrivée des secours, c'est une équipe qui est perturbée, entre guillemets, pendant 15-20 minutes. Donc c'est un vrai problème, en effet, d'organisation. Le troisième point qu'on a abordé longuement aujourd'hui, c'était bien sûr la défibrillation précoce et les défibrillateurs. Alors, actuellement, il y a une base de données GODAE qui a, en gros, d'après les chiffres qu'on a vus aujourd'hui, a récupéré 20% en gros du parc, et c'est à peu près où ils sont. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On a vu l'importance des sociétés de maintenance qui, s'y passent régulièrement, peuvent en plus la mettre à jour, ce qui est très important. Mais il y a encore beaucoup de choses à corriger. Alors, c'est d'abord progresser pour aller plus loin dans la connaissance de l'emplacement des défibrillateurs. Et on a soulevé très clairement le problème de la qualité de la maintenance, car actuellement, on a eu des chiffres aujourd'hui, beaucoup de défibrillateurs ne sont pas en état de fonctionnement. Et comme je dis parfois, s'il n'a pas marché, il n'y a pas un deuxième tirage comme au loto. Donc, si vous voulez, on a, à mon sens, à définir ce qu'est une vraie maintenance, comment cette maintenance doit être faite, par qui. C'est défini pour les extincteurs, même si les gens ne savent pas où ils sont. Mais il y a une définition de la formation des gens qui doivent s'occuper des extincteurs. Il y a une visite annuelle qui est définie, une visite particulière à la 5e année, une visite particulière à la 10e année où l'appareil repart en usine pour être vérifié. Au niveau de la maintenance des défibrillateurs, quand même produits de classe 3, c'est se reporter aux recommandations du fabricant qui, tant pis pour ceux qui sont là, ils vont m'entendre, en met le moins possible pour ne pas être embêtés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le maire d'une ville quand il ne le fait pas faire par une société extérieure, mais par les gens de chez lui, car il a le droit de le faire, quelle consigne il leur donne? Donc, la conséquence, c'est qu'on a une partie du parc important qui n'est pas en état de marche. Alors, j'en ai discuté un petit peu ce matin avec la NSM. Ils m'ont dit très clairement que ce n'était pas à eux de le définir, que si la Direction générale de la santé prenait des initiatives dans ce sens, que si l'Assemblée nationale ou le Sénat prenaient des initiatives dans ce sens-là, ils seraient partie prenante pour travailler, aider et définir ce problème. Mais je crois qu'il faut qu'on avance parce que je trouverais pour ma part particulièrement malheureux que ce problème avance parce qu'il y aura des procès. Parce que le jour où une famille va voir qu'il n'a pas marché, qu'il n'a pas fonctionné, on va dire mais il y a un exploitant. L'exploitant, de par la loi, doit
est responsable de la maintenance. Elle n'a pas été faite. Quel est le responsable? Alors certains diront, oui, mais ma société de maintenance m'a dit que... Ils seront tous inculpés, se retrouveront... Mais on va perdre 3 ans pour définir un système alors qu'il faudrait que dès à présent, tous les défibrillateurs fonctionnent et soient en état de marche. Alors il y en aura toujours quelques-uns qui ne marcheront pas, mais ça c'est le manque de chance. Donc je pense qu'il faut qu'on avance sur ce problème et qu'il y a du travail à faire et il faut avancer. Oui, je voulais rebondir sur le propos d'un des orateurs qui disait qu'il n'y avait jamais eu de réelle communication grand public concernant l'utilisation possible des défibrillateurs par le grand public. J'adhère tout à fait à ce propos, mais je crois indiscutablement qu'il faudrait lier cette information à l'information de base, qui est la reconnaissance de l'arrêt cardiaque et au massage cardiaque, car même si ça vous paraît évident, ça ne paraît pas évident aux autres. Après, on entre dans la difficulté de qui doit le faire. La Fédération française de cardiologie, pour essayer de communiquer auprès des médias, connaît les coûts énormes de ces campagnes d'information et c'est quand même un des problèmes. L'un des modérateurs disait le pognon reste une des grandes difficultés et un des grands points de blocage, bien évidemment. Mais je pense néanmoins qu'on peut progresser dans ce domaine, et on en revient à la formation juste entre parenthèses, mais l'incitation à se former, non pas sur des durées trop longues, mais une formation courte. Répétée, gratuite. Répétée, gratuite. On a démontré qu'en 2 heures, voire même en 1 heure, on peut former à la détection de l'arrêt cardiaque, au premier geste, c'est-à-dire l'alerte, au deuxième geste, le massage, et à la mise en place d'un défibrillateur. Ça peut se faire en 1 heure ou 2, maximum. Et cette base-là est essentielle parce qu'il vaut mieux avoir un grand nombre de personnes formées à cette détection, qui en plus vont inciter leurs collègues, leurs voisins. On a parlé des enfants. C'est vrai que les enfants, c'est génial parce qu'ils vont former les parents, ils vont former les voisins, ils vont former la grand-mère. Enfin bon, parce qu'ils sont trop contents de savoir comment marche un défibrillateur. Pour eux, c'est une Game Boy. C'est beaucoup plus compliqué pour les anciens comme moi. Non, mais c'est naturel pour eux. Donc, enfin... Il faut, je pense, aller dans ce sens-là. Moi, sinon, je terminerai en disant j'ai été intéressé par la présentation tout à l'heure sur les défibrillateurs dans les immeubles. Je suis d'accord avec vous comme quoi il ne faut pas imposer. Ça ne marche pas en France. Quand on impose, on fait un règlement, on fait une loi. Quand elle ne va pas dans le sens qu'attendent les citoyens, ça ne marchera pas. Mais par contre, inciter les gens pour développer cette idée. Bon, si dans un immeuble, il y a dans le conseil syndical, un médecin ou un infirmier ou un secouriste, un pompier, il peut peut-être inciter ses voisins à aller dans ce sens-là. Et comme on le disait, le coût d'un défibrillateur est quand même pas si énorme que ça sur une grosse copropriété. Et j'ai noté que M. Esposito finissait son intervention en disant que cette mise à disposition des défibrillateurs devait être accompagnée de campagnes d'information, d'initiation aux gestes qui sauvent gratuites et d'organisation d'événements. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je vous félicite. Vous avez soulevé un point sur l'obligation et l'incitation. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas des obligations. J'avais des échanges récemment avec la 6e chambre de la Cour des comptes et quelques autres autorités dans le domaine social et sanitaire sur la fiscalité comportementale, sur la présence de sucre dans les boissons, etc. Et il y avait toutes les institutions constataient que les mécanismes incitatifs avaient tous échoué et que le seul qui avait fonctionné, c'était une obligation sur les boissons sucrées qui avait effectivement amené à ce que, comme il y avait la taxe, ils ont diminué les taux de sucre et effectivement, bon. Alors, on peut dire que c'est regrettable parce qu'en santé publique, on rêve tous de l'empowerment, que chacun soit un citoyen actif, que ce soit l'incitation et le partage de la connaissance qui modifie le comportement et qui modifie la décision.
Mais malheureusement, une part d'obligation est nécessaire. Et heureusement que notre pays, au passage, a étendu en 2018 les obligations vaccinales. Je pense à la rougeole, par exemple, qui nous épargne en large partie ce que sont en train de vivre d'autres pays autour de nous. Je ferme la parenthèse. Je me pose la question, quand même, d'une obligation d'installation de DAE dans les copropriétés en fixant un seuil, évidemment. C'est une alternative, il peut y en avoir d'autres. Il faut d'abord qu'on dise clairement qu'est-ce qu'on attend de ces DAE dans les immeubles d'habitation. Est-ce qu'ils sont à destination des habitants de l'immeuble concerné, premièrement, ou est-ce qu'on veut qu'ils puissent être accessibles par d'autres habitants? C'est une question qui n'est pas évidente parce que l'accès aux immeubles ou à une copropriété privée n'est pas... voilà, ça nécessite une délibération de l'AG de copropriété, etc. Enfin bon... Donc, ce n'est pas évident. Mais la réponse est forcément pas la même, parce que personne n'imagine mettre des DAE partout. Enfin, j'espère que personne n'imagine ça, pour le coup. Donc, il va falloir évaluer les avantages et les inconvénients de tel ou tel dispositif. Mais qu'un jour soit inscrit dans les obligations, comme les obligations d'extincteurs, vous en avez parlé, des obligations, pas uniquement dans les ERP, mais y compris dans des lieux privés, moi, ne me pose aucun problème, je vous le dis. Après, la vraie question, vous avez raison, c'est celle de la maintenance et de l'entretien. Il y a une obligation, comme vous savez. Bon, et malgré tout, ça ne suit pas vraiment et ça ne suit pas nécessairement. Et là, moi, pour avoir géré ceux de la ville de Paris, oui, quand on a fait un état des lieux, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est bon, voilà. Il n'y avait pas de quoi être fier. Non, mais je veux dire, simple, hein, il n'y avait pas de quoi être fier du résultat. Voilà, et pour de multiples bonnes raisons, j'allais dire. L'histoire du DAE à la pharmacie, encore une fois, c'est « Ah oui, mais c'est la pharmacien ou c'est l'immeuble ?» Parce que comme il y a un raccordement électrique, alors qu'il va payer la facture d'électricité, puis qui va faire la maintenance? Le pharmacien il dit « Non, mais moi, je n'ai pas que ça à faire, puis je ne vois pas pourquoi c'est moi. » L'immeuble dit « Attendez, nous, pourquoi on aurait une obligation d'entretenir et d'assurer la maintenance ?» Celui qui l'a installé dit on va le faire et le fait pas, le fait à moitié, dit que le cahier des charges ne correspond pas, etc. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Si on veut, à un moment, on tranche et on institue un responsable unique. Dites-le. Ça va être compliqué, voilà. Mais encore une fois, malgré toutes ces réserves, je redis que la réalité, c'est qu'on progresse. Voilà. Et que le DAE est en train de devenir un objet auquel les Français s'habituent. Ils les voient maintenant dans plein d'endroits. Et c'est important parce que pour le moment, ils les voient et un jour, parce qu'on maintiendra des actions continues, etc., ils s'en serviront beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Mais projetons-nous 10 ans en arrière, on a progressé. Mais oui, mais il faut le dire quand même, parce qu'on connaît tous ces insuffisances de nos systèmes, de notre pays. Bon, voilà. Mais on avance quand même. Donc il faut qu'on maintienne l'effort. Il faut être opiniâtre, comme vous l'êtes à Arlonne notamment. Et on avancera et on résoudra les questions. Mais on a des débats à avoir sur toutes ces questions. Alors, je crois qu'on va être dans les temps. Juste pour terminer, je dirais, pour aller dans votre sens, les défibrillateurs, c'est bien, mais il faut les faire vivre. Et c'est ça le problème. C'est tout, voilà. Bon, je crois que nous avons passé une longue journée ensemble. Je voudrais remercier tous les modérateurs, tous les intervenants, vous tous qui étiez là aujourd'hui. Et je voudrais remercier aussi MCO Congrès qui nous a aidés à organiser parfaitement cette journée où il n'y a pas eu de problème tout au cours du jour. Merci à tous. Et dehors, on peut boire encore un petit café ou un petit verre d'eau.